Donc, nous allons débuter cette soirée de consultation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-François Meloche. Je suis le directeur de l'arrondissement d'Outremont et je serai l'animateur de cette soirée. Donc, je tiendrai tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Là, je vois que les gens continuent à se connecter pour cette soirée de consultation qui portera sur les interventions proposées dans le cadre du plan de mobilité durable d'Outremont pour l'avenue Fairmount, comprise entre les rues Hutchison et l'avenue Bloomfield. Donc, pour l'occasion, je serai accompagné de M. Antoine Marceau-Poirier, qui est ingénieur à l'arrondissement, qui vous fera la présentation en fait du projet ce soir. Je suis également accompagné par nos deux chargés de communication, Angelica Ramirez et Mélanie Hamel, qui sont en support au niveau de la logistique pour la présentation, ainsi que Mme Sonia Vibert, la directrice de la gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet. J'aimerais aussi souligner la présence de des membres du conseil d'arrondissement. Donc, tout d'abord, M. le maire Laurent Desbois. On a également aussi les conseillères d'arrondissement, Mme Caroline Brown, ainsi que Mme Valérie Patro. Donc, la rencontre se déroulera selon la forme suivante. Il y aura un mot de bienvenue pour le maire Laurent Desbois. Se suivra une présentation par Antoine Marceau-Poirier, ingénieur et chargé de projet à l'arrondissement. Suite à la présentation, une période de questions et réponses est prévue. Et le mot de la fin pour la clôture de la soirée reviendra à M. Desbois. Avant de débuter, je souhaite vous partager quelques règles pour le bon déroulement de la soirée. Donc, prenez note que les micros seront activés à la période de questions seulement. La période de questions qui est réservée à la fin de la présentation. Vous aurez deux façons de poser des questions. La première façon avec l'icône de la main levée que vous trouvez dans la barre d'outils en haut dans le centre. Une fois que vous aurez lavé la main à tour de rôle, je nommerai votre nom. Nous allons activer votre micro. C'est important lorsque votre micro sera activé par nous de devoir peser sur l'icône microphone qui se trouve également dans la barre d'outils en haut pour pouvoir parler ou vous entendre. Vous aurez également l'occasion d'utiliser la zone de clavardage pour poser vos questions auxquelles nous pourrons y répondre à la toute fin. Nous vous rappelons que les échanges doivent demeurer courtois et respectueux. Nous attendons un respect envers l'ensemble des participants pour cette soirée. Sans plus tarder, j'invite M. le maire Laurent Desbois à vous adresser quelques mots. Oui, merci Jean-François. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette première soirée de consultation dans le cadre du plan de mobilité durable. Donc, merci beaucoup d'être venus nombreuses ici pour ce soir. Donc, on le sait, les enjeux de circulation, de transit et la sécurisation des écoles aux abords des écoles sont des enjeux les plus importants ici à Outremont. On le voit par nos demandes citoyennes. Il y a beaucoup de demandes pour sécuriser telle rue ou tel abord d'école. Donc, ils sont importants. Il y a une statistique qui me frappe par rapport à le comptage qu'on avait fait en 1996. Donc, ça date, c'est d'environ 30 ans. La population est à peu près la même à Outremont qu'il y a 30 ans, mais la circulation, le débit de voitures a doublé depuis ce temps-là. Ce qui engendre des enjeux que nous n'avions pas il y a une trentaine d'années. Alors, d'où vient ce débit? C'est pas tant le local, bien sûr, il y a des voitures supplémentaires à Outremont, mais la majorité de l'augmentation du débit de voitures vient de la circulation de transit. On le sait, sur le viaduc Rockland, il y a de plus en plus de voitures qui vont soit dans le nord ou au centre-ville en passant par nos rues résidentielles ici à Outremont. Et l'autre enjeu, c'est le transit qui est lié aux écoles. Donc, il y a une hausse quand même importante d'élèves dans nos écoles ici à Outremont. Et les habitudes, malheureusement, de plus en plus, les parents emmènent leurs enfants à l'école en voiture. Donc, je rappelle que nous avons 16 écoles différentes ici à Outremont sur 4 km². Il y a 8500 élèves. Donc, on peut dire que c'est vraiment un arrondissement d'école, un arrondissement familial, et à tel point que 75% des déplacements le matin sont pour se rendre à l'école, ou les parents qui amènent leurs enfants à l'école. Donc, face à ces enjeux, il y a 3 ans, j'ai donné le mandat à nos services de trouver des solutions qui répondent à 3 objectifs.
Le premier objectif est d'apaiser la circulation dans nos rues résidentielles. Le deuxième, c'est de sécuriser les piétons dans leurs déplacements. Et le troisième, c'est de développer un réseau cyclable connecté qui puisse connecter nos écoles, nos parcs, notre piscine, tout ça pour rendre notre quartier plus sécuritaire, plus apaisé et plus agréable. Alors, nos services ont travaillé avec des spécialistes de la mobilité et on a nos propres ingénieurs en circulation, ingénieurs ici à Outremont aussi. Et nous avons aussi mené des consultations citoyennes il y a 1 an ou 2, donc pendant tout le processus avec des portes ouvertes, des sondages. Et tout ça a produit notre plan de mobilité qu'on a déposé au conseil d'arrondissement en décembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs le lire, il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de statistiques intéressantes dans ce rapport. Dans ce plan. Alors, ce plan de mobilité a été construit, il a été découpé en plusieurs projets spécifiques, notamment par des tronçons de rue. Et nous sommes engagés à vous consulter sur chacun des projets spécifiques. Et ce soir, on vous présente le projet de la rue Fairmont. Donc, on espère pouvoir répondre à vos questions et recueillir surtout vos commentaires qu'on pourra intégrer dans le projet. Donc, sur ce, je repasse la parole à M. Meloche. Merci beaucoup, M. le maire, pour ce mot de bienvenue. Donc, sans plus attendre, je passerai la parole à Antoine Marceau-Poirier qui va vous faire la présentation du projet. À toi, Antoine. Bien, merci Jean-François. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en fait par le plan de présentation. On va passer au travers rapidement du cadre de planification et bien sûr le sujet d'aujourd'hui, le secteur Fairmont, les objectifs et les visions d'aménagement. On va vous présenter le concept d'aménagement proposé. Ensuite, les prochaines étapes pour par la suite arriver à une période de questions et un mot de la fin. Et je rappelle que la consultation d'aujourd'hui porte principalement à propos de la mise à sens unique et l'ajout de lignes cyclables sur l'avenue Fairmont. Donc, le cadre de planification, M. le maire l'a quand même bien introduit, mais l'idée ici est de mettre l'emphase sur le plan de mobilité durable, une démarche sur laquelle on a travaillé depuis 2 ans, pour laquelle 3 priorités se dégagent. Je les répète, réduire le transit et apaiser la circulation, sécuriser les piétons dans leurs déplacements et développer le réseau cyclable. Tout ça va définir les orientations très fortes qui vont définir les balises d'aménagement des projets de l'arrondissement dès cette année et pour les années futures. À ça, on trouvait pertinent de préciser parce qu'il y a plusieurs autres outils à la ville et un qui était très important pour nous, c'est le plan d'action Vision 0 décès et blessés graves. Soit un principe dont les décès et blessures graves sont évitables et inacceptables. On doit pouvoir se déplacer sans mettre sa vie en danger. Soit un guide qu'on vous invite à aller lire, qui est disponible sur Internet, qui est inspiré de 42 actions pour lesquelles aujourd'hui on met en œuvre certaines de ces actions dans le cadre du concept qu'on va vous présenter. On voulait débuter avec un retour quand même sur cette démarche qui est notre plan de mobilité durable. Comme disait M. le maire, ça a débuté en début 2023 par une étude, un diagnostic de la mobilité et de la sécurité. Par la suite, et même un peu parallèlement à tout ça, il y a eu une étape qu'on a appelée Explorer, décider, soit une démarche participative sur l'ensemble du territoire dans le but de nous aider à définir ces orientations et à travailler avec les citoyens pour générer les priorités sur lesquelles on va travailler dans les prochaines années. Et on met de l'avant, on rappelle en fait que les principales activités qui ont eu lieu, c'est les portes ouvertes le 14 mai 2024. Il y a eu un questionnaire, une boîte à idées sur la plateforme Réalisons Montréal du 3 mai au 10 juin. Et s'en est suivi d'une soirée de consultation publique le 11 juin 2024. Tout ça a servi, a été mis en soi dans un rapport de consultation publique, a servi et on a composé avec le diagnostic dans le but de rédiger le plan. Soit une étape qui s'est réalisée l'été passé, à l'été 2024. Et ce plan a été déposé en décembre, pour laquelle maintenant on tombe dans l'étape la plus importante, qui est celle qu'on appelle d'agir, soit de mettre en œuvre les projets, par projet, les
les orientations de ce plan, pour lequel, évidemment, par projet, chaque projet, il y aura une étape de consultation citoyenne des secteurs concernés. À ça, pour ceux qui n'auraient pas pris connaissance, en fait, de ce plan, nous invitons à venir le lire d'aller en prendre connaissance. Il est accessible sur la page Sécurité et mobilité durable Outremont, en fait, sur le site de la Ville de Montréal, et nous vous invitons à le lire. Donc, de façon un petit peu plus concrète en termes de nos 3 priorités, ici, ces priorités se sont déclinées un peu en action. Pour la première, soit apaiser la circulation. La principale action qui est mise de l'avant ici, c'est la mise à sens unique de certains axes routiers. Pour ce qui est de la sécurité des piétons dans leur déplacement, il y a 5 champs qui se sont dégagés là, en termes de priorité, soit sécuriser les zones scolaires et les abords d'école, sécuriser les traversées au carrefour, sécuriser les ruelles et leurs abords, bonifier le confort des piétons et améliorer la gestion du transport scolaire. Et à ça s'attache le développement du réseau cyclable pour lequel l'objectif est d'offrir un réseau cyclable sécurisé et instinctif, améliorer la connectivité du réseau et implanter des corridors cyclables sécuritaires. Donc, c'est au travers de toutes ces actions que, comme je disais tout à l'heure, ça va définir les balises vraiment d'aménagement des projets futurs sur le territoire. Donc, on tombe un peu plus dans le vif du sujet, le secteur Fairmount et ses objectifs d'aménagement. Donc, on débute en fait par un peu les caractéristiques du milieu. À gauche, l'image un peu en plan de l'avenue qui est sur notre territoire entre Hutchison et Bloomfield, soit un secteur résidentiel et institutionnel bordé de 3 écoles et 2 CPE, l'école Nouvelle-Kerbe, l'école Sainte-Anne-Buissonnière, la nouvelle école de la congrégation Belts et le CPE Kerbe et le Pitchounet qui sont à proximité un peu plus sur Bloomfield. Soit une avenue qui est à circulation automobile dans les 2 directions avec du stationnement permis du côté nord. Donc, pour ce qui est de la vision d'aménagement, à gauche, vous voyez l'image un peu, c'est une image là, à l'angle de l'avenue de l'Épée et Fairmount, une image un peu de l'existant. Mais l'objectif est vraiment de travailler à rendre le secteur plus sécuritaire, accessible et agréable pour tous et toutes. Et on se base sur les 5 balises suivantes, soit d'apaiser la circulation et rendre les déplacements actifs plus agréables, sécuriser les déplacements à vélo et rendre le vélo accessible à tout âge, bonifier le confort des piétons aux abords de ce secteur écolier, verdir davantage et créer des saillies végétalisées et accompagner les citoyens et les établissements scolaires dans ce changement. Donc, de manière un petit peu plus concrète, là, ici, bon, c'est un tableau, là, l'idée, c'était un petit peu là, en mots d'expliquer ce qu'on propose. Donc, pour notre priorité numéro 1, l'apaiser la circulation, on propose une mise à sens unique de l'avenue Fairmount vers l'ouest entre Hutchison et Bloomfield, soit comme objectif, là, en fait, de réduire la part, en fait, de l'espace dédié à la voiture au bénéfice des modes de transport actifs. Pour ce qui est des déplacements actifs piétons, principalement, des élargissements de trottoirs sont proposés avec des saillies végétalisées, le tout dans le but de bonifier vraiment l'expérience piéton et sécuriser les traversées au carrefour. Et pour ce qui est du développement du réseau cyclable, on propose 2 voies cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la chaussée sur Fairmount entre Hutchison et Bloomfield, les limites proposées, et le tout serait raccordé en fait au réseau existant sur Laurier par Hutchison. Pour ce qui est du réseau cyclable, ce tracé en soi en se connectant à Laurier, Hutchison, Fairmount est une des premières initiatives du réseau qu'on veut mettre en place dans le cadre du plan de mobilité durable, qu'on vous invite là, à aller prendre connaissance, mais c'est une des premières actions dans le but de développer ce réseau sur notre réseau local et plusieurs autres projets s'en suivront dans les prochaines années afin de développer ça dans le but là, de favoriser les déplacements là, à proximité de nos générateurs de déplacement, nos parcs, nos écoles, vraiment là, dans le réseau local de l'arrondissement. Ça, c'est un des grands objectifs. Donc, le concept d'aménagement.
Ce qu'on vous présente ici, c'est une vue, la principale vue, c'est une vue en plan avec une image à droite qui est une coupe de rue pour lequel là, vous allez voir, là, il va y avoir quelques diapos là, pour situer l'ensemble des changements qu'on propose. Mais celui que vous voyez à l'écran, les deux principales éléments, par contre, débutent, là, c'est en gris un petit peu plus pâle, c'est l'avenue Fairmount, mise à sens unique avec des flèches qui sont orientées vers la gauche, donc vers l'ouest, en fait, jusqu'à Bloomfield. Et en gris un peu plus foncé, c'est les aménagements béton, trottoirs qu'on propose, qui subissent essentiellement des élargissements pour lesquels il y a un réaménagement géométrique là, que vous allez voir, je vais l'expliquer un peu plus loin, pour y insérer des saillies utilisées de verdissement et aussi un débarcadère autobus. Je vais y revenir. À ça, on ajoute en bleu l'aménagement cyclable de part et d'autre de la chaussée d'une largeur que je vais appeler confortable dans le but là, de vraiment atteindre des objectifs, là, de développer un réseau qui est sécurisé et accessible à tout âge, avec une zone, je veux dire, tampon de chaque côté dans le but d'y insérer une série de bollards pour la protection des liens, ayant aussi comme objectif d'être maintenus à l'année. Donc voilà, et à droite là, du plan, le lien bifurquerait sur Hutchison pour aller relier Hutchison, avec aussi comme intention future de travailler sur l'axe Bloomfield. À ça, on propose d'ajouter une intersection surélevée à l'angle de l'avenue de l'Épée et Fairmount, soit une intersection importante dans le projet ici qu'on constate que c'était important de transformer un peu le caractère de cette intersection-là, autant pour les automobilistes que pour les piétons. Et un des objectifs, c'est de dégager, de un, cette intersection. De deux, on veut que les automobilistes prennent conscience qu'ils sont dans un secteur à fort achalandage d'écoliers et qu'on veut... On veut un ralentissement là, qui soit de mise. Et pour les piétons, une intersection surélevée mise essentiellement sur une intersection qui est amenée à peu près au niveau des trottoirs, dans le but là, de favoriser en fait la traversée aux intersections et le confort. À ça, on ajoute en fait la portion des saillies végétalisées que vous voyez à l'écran. Donc, tout ce qui est en fait en soi en vert qui correspond approximativement à 100 mètres carrés de déminéralisation en chaussée dans le but de contribuer en fait à la réduction des îlots de chaleur par un verdissement qui n'est pas encore défini, là, exactement qu'est-ce qu'il y aurait dans ces saillies. Mais il y a aussi un concept d'aménagement drainant qui serait mis de l'avant dans certaines de ces saillies dans le but de favoriser le maximum de la gestion de l'eau en surface. Et le dernier point est le maintien en fait de deux espaces pour autobus scolaires aux abords de l'école de la congrégation Belt pour leurs besoins en fait, soit un débarcadère qui est en place en ce moment sur le terrain et qui doit être maintenu en fait pour leurs besoins. Pour ce faire, ce que vous voyez là un peu je vais dire le trait en rouge pour ce faire et être en mesure de maintenir tous les éléments de la rue souhaités, soit un lien cyclable dans chaque direction, une voie de circulation, deux espaces de débarcadère et des axes piétons. On n'était pas en mesure de le faire dans la largeur actuelle de la rue. Donc, c'est pour ça que ce que vous pouvez remarquer, c'est une déviation en fait du trottoir vers la façade du bâtiment dans le but d'élargir la rue et nous permettre d'y insérer ces deux espaces. Ces deux espaces vont aussi permettre de maintenir 5 places de stationnement sur rue hors période scolaire. Donc, voilà pour ça. Et ce qui était aussi un point important à énoncer, c'est que sur la rue, actuellement, on compte approximativement 30 places de stationnement avec plusieurs règles, avec une réglementation variable, en fait, sur rue, et que le concept qu'on propose en maintiendrait plus ou moins deux espaces pour autobus, on va dire 2 jours, et pour le reste des plages, ce serait du stationnement conventionnel. Donc, ce serait une perte potentielle de 25 places de stationnement sur l'axe.
Donc, à ça, on a développé une image 3D puisqu'on trouvait intéressant de vous montrer un peu le rendu, à quoi pourrait ressembler l'avenue Fairmount une fois les aménagements proposés. Et voilà, donc voilà un rendu de ce que pourrait devenir Fairmount. Donc, pour ce qui est de l'image, c'était à peu près ça. Ça va être disponible en ligne. Donc, voilà. Donc, ça nous amène déjà aux prochaines étapes, qui est de dire que cette présentation va être disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l'arrondissement. La présentation va être aussi disponible sur le site Sécurité et mobilité durable Outremont. Et on invite en fait tout citoyen à émettre commentaires ou suggestions d'ici le 18 avril 2025 à l'adresse consultation.outremont@montréal.ca. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. Donc, on serait rendu à la période de questions et d'échanges. Je vous rappelle les règles d'usage, c'est-à-dire nous allons demander aux gens d'utiliser la main pour avoir le droit de parole. Nous allons à ce moment, à tour de rôle, je vais appeler votre nom. Nous allons activer votre micro. Ça va être important pour vous d'également peser sur l'icône microphone pour qu'on puisse avoir l'accès pour pouvoir vous entendre. On va également ouvrir la zone clavardage. Vous pourrez poser votre question par clavardage si vous le souhaitez. On pourra y répondre à la fin des questions. Je répète de garder les échanges courtois. Et donc, la première personne, Mme Valérie Jeanneret. Laissez-nous juste un petit moment, on va activer votre micro. Donc, votre micro est activé. Vous pouvez, en utilisant l'outil microphone, l'icône microphone, activer votre micro à vous. Il faut que vous activiez vous-même votre micro. Bon, Madame Jeanneret, ce que je vous propose, on va passer au prochain, mais on va revenir vers vous. Puis il y a Madame Angelica qui va essayer de vous aider entre-temps. Merci. Donc, Monsieur Dichat. Même chose, Monsieur Dichat, il faut que vous activiez votre micro. Est-ce que ça marche? Oui, on vous entend bien. Allez-y, M. Dichat. Fantastique. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Emmanuel Lichat. Je suis un des membres du comité transport actif Outremont. On est plusieurs là à cette réunion qui sommes connectés. Donc, je voulais déjà, d'une part, évidemment, vous remercier, puis aussi vous féliciter pour ce plan ambitieux. Donc, ça fait quelques années qu'on est en discussion, qu'on observe ce secteur en particulier de très près. Le comité a commencé comme un comité de parents de l'école Nouvelle-Kerbe. Donc, on est vraiment très de fins connaisseurs, je veux dire, pour le pratiquer quotidiennement de ce secteur. Donc, on est très agréablement surpris et vraiment totalement en faveur de votre plan. On voit que ce secteur-là, le matin, il reste très, très problématique. Beaucoup de disciplines, d'automobiles qui ne font pas les arrêts, qui font des U-turns, qui stationnent sur les passages piétons, qui stationnent parfois sur les trottoirs, sur les entrées de ruelles. Donc, c'est extrêmement dangereux pour tout le monde, pour les enfants particulier. Donc, il est vraiment urgent d'intervenir. Donc, votre plan est extrêmement bienvenu. Il y a 2 ans, le comité avait fait un sondage auprès de parents des écoles de ce secteur-là et surtout de l'école Nouvelle-Kerbe. Il y avait eu 85 répondants. Donc,
ça allait vraiment dans le sens que vous avez déjà remarqué. Donc, 75% des répondants observaient des comportements dangereux. 85% étaient d'accord avec l'affirmation que envoyer mon enfant seul à l'école m'inquiète car j'ai peur qu'il se fasse frapper sur le chemin de l'école. Et 91% voyaient comme une nécessité absolue l'ajout de pistes cyclables. Donc, tout ce que vous faites et ce que vous proposez va vraiment dans le sens nécessaire. Donc, on vous appuie absolument. J'ai une question, toutefois. On voit un petit peu le schéma qui se passe sur l'avenue Stuart d'une piste cyclable qui est protégée par des bollards qui sont enlevés l'hiver. J'ai entendu donc Antoine Marceau-Poirier mentionner que ça serait là à longueur d'année. Il reste que, comme vous savez, les bollards sont une donnée plutôt friable, on va dire, souvent assez peu respectée. Ma crainte à moi, c'est qu'il soit très vite détruit, voire pas respecté. Donc déjà, je veux juste confirmer que au moins il serait là à l'année longue, parce que sur Stuart, dès qu'ils sont enlevés l'hiver, on voit que la piste cyclable n'est plus du tout fonctionnelle. Là, la neige est poussée, elle est très mal entretenue. Avec le vélo d'hiver, disons, c'est plus du tout une réalité aujourd'hui. Donc plutôt que de parler de bandes cyclables, je me demandais pourquoi vous n'aviez pas opté pour des pistes cyclables protégées et quelque chose d'un petit peu plus permanent comme infrastructure, comme des bandes de béton, qui serait, à mon avis, beaucoup plus respectée. Parce que le matin, c'est vraiment le rodéo, l'avenue Fairmount. Antoine, je te laisserai répondre. Bien sûr. En fait, très bonne question. En soi, je vous dirais que ça fait partie de la stratégie, mais tout projet qu'on veut mettre de l'avant va subir une phase que je vais appeler transitoire, par lequel tous les aménagements vélos qu'on propose vont être testés en marquage et bollards, dans le but de permettre aussi là, d'améliorer le concept aux besoins, mais aussi avec comme objectif de le rendre et de le permanentiser, si c'est le bon mot, dans une stratégie dans les prochaines années. Donc oui, l'objectif du plan à plus longue, voyons, pas à longue durée, là, mais le terme c'est à long terme, excusez, c'est de travailler un concept dans ce sens-là. Toutefois, et aussi pour des raisons budgétaires, il était très difficile d'introduire un concept permanent dès cette année. Donc, c'est un petit peu la réponse. Là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Et oui, si je peux ajouter là, pour les bollards, l'objectif, c'est que les bollards soient maintenus 4 saisons dans le but de pouvoir protéger les liens cyclables à l'année. C'est vraiment l'objectif qu'on vise. Et on va le travailler en ce sens. Merci, Antoine. Donc, je céderai la parole à Mme Stéphanie Brody. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Donc, merci. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Merci pour la présentation. Moi, je suis sur le tronçon Fairmount entre De l'Épée et Bloomfield. Il y a 2 maisons, dont la mienne. Et j'ai quelques questions, en fait, au sujet de l'impact sur les terrains. J'ai aussi une entrée de stationnement. Et il y a également, en fait, j'ai 2 entrées, là, une entrée à droite de passage, puis une entrée de stationnement à moi. Là. Et j'ai également aussi un commentaire, en fait. Là. Beaucoup de la circulation en face, moi je parle de la nouvelle école Kerb, là, je suis en face de la cour, là, une partie de ma maison qui donne en face de la cour. C'est beaucoup les parents, en fait, quand ils viennent chercher les enfants, c'est un peu le chaos. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer avec encore moins d'espace. Les voitures se stationnent, attendent les enfants. Il y a vraiment une sorte de chaos là, au moment de la sortie scolaire. Là. En fait, mes questions sont,
est-ce qu'il va avoir un impact? Est-ce que l'élargissement des trottoirs va avoir un impact sur mon terrain? C'est ça ma question, en fait. Et sur ma place, et sur mes places de stationnement, là, mon passage. Puis... Ben, merci, Mme Brodé, pour vos questions. Intervention très pertinente par rapport aux écoles et aux parents. Donc, nous, on travaille depuis le début de ce projet-là avec les directions des 3 écoles impliquées afin de s'assurer qu'ils soient partie prenante dans le dossier. Vous le savez, ça génère beaucoup de va-et-vient, autant le matin qu'en fin de journée. Et donc, on travaille avec eux pour qu'ils adhèrent à notre projet, mais aussi pour trouver des solutions de concert avec eux pour diminuer la présence des véhicules, des parents et des véhicules. Et donc, dans ce contexte-là, on est en échange avec eux déjà à plusieurs reprises. On va continuer à l'être pour trouver des zones qui est un peu plus en périphérie. On a entre autres les stationnements qui sont les stationnements hors rue qui sont sur l'axe de Laurier. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir des modèles où on utilise des zones un peu plus en périphérie et les jeunes qui viennent et qui entrent dans le cœur d'Outremont puissent le faire par d'autres moyens qu'en voiture, en auto, en fait, avec les parents. Donc, ces modèles-là sont en train d'être étudiés avec les directions d'école pour trouver une bonne façon. Puis, peut-être pour l'impact sur vos entrées, je laisserai peut-être Antoine répondre. Le terrain aussi, là. Oui. Ben, en fait, pour ce qui est, pour faire ce simple, en fait, il n'y aura pas d'impact sur le terrain. Okay. Pas d'impact. Okay. Les entrées charretières doivent être maintenues. Ça, c'est le premier point. Les élargissements de trottoirs se font par la rue, donc du côté de la rue, du côté chaussée. Le dos de trottoir, on va dire l'arrière-trottoir, l'axe, en fait, qui est en place en ce moment, va être maintenu. Une des contraintes, c'est les lignes d'arbres qu'on a en arrière-lot, qui est aussi qui définit en fait le cadre bâti. Donc, c'est pour ça qu'on élargit par la rue les trottoirs. Tant sur Fairmount, en fait, c'est que ma maison fait le coin là. Tant sur Fairmount que sur Delépée? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que il n'y aura pas d'impact tant sur la rue Fairmount que sur la rue Delépée? Si je reviens sur le concept, une petite seconde. Ce que vous voyez à l'écran, là, tout ce qui est en gris, un peu plus foncé, c'est les trottoirs, en fait. Puis la majorité des élargissements qu'on propose ou des réaménagements géométriques se font par la rue, donc par la chaussée. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce que je comprends, c'est que sur Delépée, en fait, tous les aménagements sont sur Fairmount. C'est ça? Sont principalement sur Fairmount, mais on va travailler dans les amorces de Delépée et on ajoute aussi 2 saillies sur 4. Je comprends. J'ai une autre question. Un peu les amorces. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, là. Il y a des bouches d'égout à ces coins-là. Vous dites, l'impact sur il n'y aura pas d'impact sur les égouts. Est-ce qu'il y a des égouts les égouts vont être maintenus? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des égouts qui soient bouchés? Je ne sais pas. Ou c'est maintenu, ça? Bien sûr, le réseau d'égouts et d'aqueducs souterrains est existant et on ne vient pas intervenir sur ces... Il va y avoir des interventions ponctuelles. Les bouches d'égout, vous parliez là, sur les bordures de trottoir, c'est les puisards qui servent à recueillir l'eau. Ils sont très efficaces. C'est juste que ils sont très efficaces, c'est quand même sécuritaire, fait que je voudrais pas non plus. On n'empirera pas la situation. Ça, c'est sûr et certain. On va que l'améliorer, mais oui, il va y avoir certains ajustements, déplacements dans le but de permettre les concepts qu'on travaille, mais sans plus. OK. Merci. Merci, Antoine. Je pense que, M. le maire, souhaitiez-vous ajouter de l'information? Oui, juste un point peut-être à souligner, c'est que ici, l'objectif, c'est de sécuriser les lieux, de un, mais pour les élèves et les piétons, mais aussi l'idée, c'est d'éloigner le dépôt des enfants de la porte de l'école. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment séparer l'entrée de l'école des voitures qui circulent. Et donc,
C'est clair que quand on veut changer les habitudes des gens, il y a une période de transition parce que les gens vont se chercher un peu au début. Mais après cette période de transition, je dirais, avec la sensibilisation, aussi en indiquant aux parents où ils peuvent laisser leurs enfants pour qu'ils puissent marcher un petit peu jusqu'à l'école, ben, avec tout ça, on va pouvoir réussir à notre objectif là, de sécuriser les abords de l'école. Donc, c'est ça que je voulais juste mentionner en plus. Merci. Merci, M. le maire. M. Derome, si vous me permettez, j'essaierai de redonner la parole à Mme Jeanneret qui a tenté de se connecter, là, mais je veux voir si ça peut fonctionner. Donc, Mme Jeanneret, je vous inviterai à activer votre micro. Ça ne fonctionne toujours pas. Elle a envoyé sa question dans le clavardage. Bon, ben parfait. Donc, pour les questions, Mme Jeanneret, vous avez envoyé votre question dans le clavardage. Je ne la vois pas. Ce que je vous propose, Mme Jeanneret, on va passer à M. Derome, puis on va revenir vers vous. Donc, M. Derome, nous allons activer votre micro. Vous pouvez peser sur l'icône microphone et la parole est à vous. On vous entend pas. Il faut réactiver votre micro là, dans la page dans la page. Il y a peut-être un enjeu de gestion des microphones centralisés. Est-ce que ça se peut? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Mais tous les micros sont bloqués, sauf aux personnes à qui on autorise, mais ça demande quand même aux participants d'aller débloquer son micro soi-même dans la fenêtre de la présentation qu'on est en ce moment. Donc, généralement, en haut à droite de l'écran, pas trop loin du bouton « Quitter ». M. Derome, on vous entend. M'entendez-vous maintenant? Oui, on vous entend. Bon, la parole est à vous. D'accord. D'abord, merci d'avoir organisé cette consultation. Je suis tout à fait d'accord avec les principes généraux du projet. Je suis un résident de la rue du Rocher, entre Fairmount et Saint-Viateur, du côté est. Depuis des décennies, nous stationnons notre voiture, été comme hiver, dans notre cour. Donc, quand nous voulons utiliser notre voiture, nous sortons par la ruelle. Et si nous voulons aller vers le sud, nous dirigeons le long de la ruelle jusqu'à Fairmount. Dans le moment, nous pouvons tourner à gauche et rejoindre l'avenue du Parc très rapidement. Avec les changements proposés, quand on va arriver au bout de la ruelle à Fairmount, on va devoir tourner à droite et soit continuer sur Fairmount, qui ne serait pas une bonne idée à cause du trafic, ou bien d'autres tourner à droite sur du Rocher et encore là, augmenter le trafic sur une rue résidentielle. Il me semble que ça va à l'encontre d'un objectif qui serait de réduire la circulation sur une rue résidentielle. Et c'est la même chose pour les gens qui viendraient de la rue du Rocher au nord au sud. Donc, au sud de Fairmount, en arrivant à l'intersection de Fairmount, ils vont devoir soit continuer sur du Rocher et donc augmenter la circulation sur la rue, ou tourner à gauche, ou ce qui n'est encore pas une bonne idée du tout. Tandis que maintenant, ils peuvent tourner à droite et rejoindre l'avenue du Parc très rapidement. Alors, encore une fois, une troisième catégorie d'autos, les autos qui viennent de la ruelle, dont je parlais tantôt, mais cette fois-ci au sud de Fairmount. Eux aussi, en arrivant,
à la rue Fairmount vont devoir tourner à gauche. Et pour se diriger soit sur la rue du Rocher, augmentant le trafic là aussi, ou continuer tout droit vers l'ouest sur Fairmount, ce qui n'est sans doute pas une très bonne idée. Alors, très humblement, moi, j'aimerais proposer que le sens unique commence essentiellement à du Rocher même, juste du côté ouest de l'intersection, de sorte que les problèmes que je viens d'évoquer n'existeraient pas. Et il me semble d'abord que ça réduirait ce qui va arriver avec le trafic sur du Rocher et Fairmount. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait nuire au but qui est recherché ici, de réduire la circulation sur Fairmount à l'ouest du Rocher. Donc, je répète, il me semble que ça serait tout à fait à point et que ça ne poserait pas de problème particulier. En fait, ça en résoudrait de commencer la voie parallèle, la voie unique, le sens unique, c'est-à-dire au côté ouest de la rue du Rocher. Et je vous remercie de, s'il vous plaît, prendre cette suggestion en considération. Merci, M. Derome. On prend votre commentaire. Je ne sais pas si, Antoine, tu souhaitais intervenir par rapport au parcours de M. Derome. Oui, bien sûr. Ben, a priori, pour un petit peu mettre le contexte, en fait, sur un des objectifs, ramener un principe qui est de développer, en fait, améliorer, en fait, le réseau cyclable sur le territoire. Un des critères, c'est de raccorder le réseau à un réseau qui est existant. Et ici, le réseau existant est sur Laurier. Et l'avenue qui a été proposée ici pour le raccordement est Hutchison. Donc, pour pouvoir le raccorder sur Hutchison et faire la continuité du projet sur Fairmount, ça nous demande d'intervenir sur le tronçon entre Durocher et Hutchison, donc le tronçon de droite. Et actuellement, avec l'espace actuel sur rue, on n'est pas en mesure de maintenir 2 sens de circulation et introduire les aménagements qu'on propose. Donc, ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième point, c'est sûr que une mise à sens unique, ça va avoir des impacts. C'est sûr que ça va avoir un certain impact sur le temps de réponse des résidents et de toutes personnes qui doivent circuler dans le secteur. On a fait certaines hypothèses, nous, de notre côté. Puis, puis je veux rappeler aussi que cette mise à sens unique s'inscrit dans notre plan de mobilité durable pour lequel il y a plusieurs autres mises à sens unique qui sont proposées. Et il y a un principe d'alternance. Ce qui est proposé ici, c'est une mise à sens unique vers l'ouest de Fairmount. Et la prochaine rue serait Saint-Viateur, qui serait vers l'est. Donc, on a un principe d'alternance. Et de part et d'autre de ces 2 rues-là, on a Laurier et Bernard, qui sont 2 rues commerciales à double sens, qui vont rester à double sens. Donc, en termes d'impact, de mobilité pour l'ensemble des déplacements des résidents, on calcule entre 1 et 2 minutes de différence sur les temps de parcours, je vais dire, tout déplacement confondu, pour soit un retour à la maison ou sortir de chez soi. Et que ce temps, selon nous, était considéré convenable en fonction des objectifs qu'on essaye de mener. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Merci Antoine. M. Derome, souhaitez-vous intervenir? Oui, juste une petite remarque. Moi, ce n'est pas la minute ou les 90 secondes de plus que ça me prendrait pour rejoindre l'avenue du Parc. Je ne compte pas mes secondes à ce point-là. C'est la circulation additionnelle sur la rue du Rocher qui me préoccupe. Et je pense qu'elle va être assez significative parce qu'il y va des autos supplémentaires qui vont venir de la rue du Rocher au sud de Fairmount et les sorties de 2 ruelles. Et il me semble qu'il devrait... Moi, je vous demanderais de faire un effort de plus pour voir si vous ne pourriez pas concilier la piste cyclable entre du Rocher et Hutchison avec une circulation à double sens. Je vous demanderais de faire encore un petit effort de ce côté-là. Merci beaucoup, M. Derome. Votre commentaire très pertinent est pris en note. Là, on va pouvoir l'analyser.
Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je céderai la parole à Irene. Donc, Irene, vous pouvez maintenant activer votre micro et la parole est à vous. Il faut activer soi-même son micro. Donc, vous devez peser sur l'icône microphone qui se trouve dans la barre d'outils en haut de votre écran. Il semble y avoir un petit enjeu pour Irene. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous. Je vais laisser la parole à M. Marc Poulain. Donc, M. Poulain, on va activer votre micro. Laissez-nous un petit instant. Monsieur Poulain, votre micro est activé. Vous pouvez maintenant utiliser. Donc, la parole est à vous. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, M. Poulain. C'est un coin que je connais quand même assez bien. J'ai habité longtemps sur du Rocher, entre Saint-Viateur puis Fairmont. Mes enfants ont fréquenté l'école buissonnière. Donc, j'ai quand même des points là, que j'aimerais soulever, vous demander. On voit l'histoire là, qui se passe sur Dollard là, avec la fermeture, puis que on a beau fermer la rue, ça reste le bordel. Puis ça reste le bordel fondamentalement parce qu'il n'y a aucun lieu de débarcadère bien identifié, ce qui fait que les parents laissent les enfants à peu près n'importe où, à peu près dans n'importe quelle condition, et surtout que les externalités de la présence de l'école sont subies par les résidents alentour de ces écoles-là. Je suis bien placé pour parler au coin de Dollard et Bernard. Ma mère a une propriété qui est là, puis de toute façon, devant chez elle, c'est rendu un espace où il y a plein de choses hallucinantes qui se produisent, sans compter les enfants qui s'agglutinent chez elle, etc. Donc, dans ce projet-là, c'est bien beau faire tous les réaménagements que vous parlez, mais c'est où que les enfants vont être débarqués, puis quelles mesures vous pouvez prendre pour que ces lieux de débarcadère-là soient respectés? Parce qu'en pratico-pratique, là, les citoyens vont se sacrifier, ils vont sacrifier une 25 places de stationnement. Les résidents aux alentours, là, qui ont déjà pas le malheur, mais quand même, ils ont la présence de ces écoles-là qui entraînent beaucoup de circulation qui n'existe pas ailleurs dans Outremont quand on n'est pas près d'une école. Donc, les gens sont déjà très sollicités, mettons, dans leur résidence. Et puis, ça n'empêchera pas ça. Les gens vont quand même vouloir se stationner, se débarquer les enfants près de l'école. Puis le matin, je dirais, à la limite, c'est un moindre mal parce que c'est une opération qui dure en théorie 1 minute ou 2, là, de débarquer l'enfant. Le soir, c'est autre chose. Parce que là, les parents arrivent d'avance pour ne pas manquer la fin des classes. Ils se mettent n'importe où, se stationnent n'importe où, attendent. Les enfants, quand les parents ne sont pas là, attendent. Puis là, ils attendent où? On ne sait pas. Donc, ça, c'est le premier truc. Si on veut un succès pour la sécurité des enfants, il faut absolument déterminer des lieux de débarcadère précis et avoir des mécanismes pour s'assurer que ces lieux de débarcadère-là soient respectés et idéalement que ça ne se fasse pas au détriment des résidents qui habitent à côté. Ça, c'est un point que je vous aimerais avoir des commentaires. Le deuxième point, c'est quoi les coûts? On refait des trottoirs, etc., là, mais le coût total de l'opération, puis est-ce qu'on n'aurait pas
l'échéancier, c'est prévu pour quand, etc. Est-ce qu'il y a une étape, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait par étape, par exemple l'implantation du sens unique, qui déjà va favoriser une certaine canalisation de la circulation, puis un certain ordre, un plus grand ordre là, pour le ramassage ou le dépôt des enfants, etc. Est-ce que ça ne serait pas déjà commencer par ça, puis voir comment ça se passe avant de sortir tout ce qui est prévu, là, parce que c'est quand même, je suppose que c'est pas donné. Dernière question, parce que moi, historiquement, là, beaucoup de profs qui stationnaient dans ces coins-là, là, ils vont stationner où, les profs dorénavant? Parce que c'est pas vrai que les profs vont venir en transport en commun. Là. Ça n'arrive pas. On le voit sur Dollar, les profs ne viennent pas en transport en commun. C'est les plus grands consommateurs des vignettes à M. Tomlinson. Donc, c'est les commentaires que je veux, mais j'aimerais vraiment vous entendre sur les lieux de débarcadère, puis comment vous allez faire. C'est bien beau de dire qu'ils vont débarquer sur Laurier, là, ou je ne sais pas où, mais je ne pense pas que ça va arriver. Là. Comment vous contrôlez ça? Je vais débuter, Antoine, puis je vais te permettre de poursuivre. Là. Monsieur Poulain, c'est une bonne intervention. Vous avez raison, là, c'est-à-dire c'est un enjeu, le débarcadère aux abords des écoles. On est tout à fait conscient de ça. Je l'ai mentionné tantôt, puis je ne veux pas me répéter, mais on est quand même en échange avec les écoles pour trouver des façons d'utiliser des zones qui sont un peu plus périphériques et de voir de quelle façon les écoles peuvent nous accompagner là-dedans pour tenter de diminuer le nombre de voitures. Il va toujours y en avoir. Il y a encore un débarcadère sur Bloomfield de mémoire. Il y a encore un débarcadère aussi qui va être présent sur Kerb. Donc, on est en train de travailler aussi pour regarder un peu plus loin. Excusez Irene qui répondait, je suis désolé. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. On comprend que c'est un secteur qui est dense, on comprend que dans les débarcadères qu'on tente les solutions qu'on tente de trouver pour les débarcadères, de limiter aussi les impacts pour les résidents qui ont à avoir ces véhicules-là. Pour ce qui est des professeurs, on a sur l'ensemble du territoire maintenu des zones de vignette 1 auxquelles les enseignants ont accès. On est en échange avec l'ensemble des directions d'école pour savoir si c'est suffisant et à modifier le règlement sur le 1171 pour le stationnement pour les zones de vignette. S'il y a des besoins qui sont changés, vous le savez, là, ceux qui suivent les séances du conseil, ce règlement-là est en constante évolution et on va continuer à s'adapter pour s'assurer qu'on trouve le juste milieu entre la quiétude des résidents, la nécessité des écoles aussi d'avoir des places pour les enseignants. Je ne sais pas, Antoine, par rapport au débarcadère, si tu avais d'autres commentaires à nous parler par rapport à ça. T'as quand même donné un bon morceau, mais si je pouvais juste renchérir un petit peu sur vraiment l'accompagnement des écoles. Une chose peut-être qu'on n'a peut-être pas fait autant auparavant, mais de par le projet ici, on s'est assis et on s'assoit avec les écoles dans le but de travailler sur un message, travailler sur les zones, travailler sur la gestion en fait des mouvements des parents. C'est sûr et certain là, qu'on tombe dans le comportement aussi. On n'est pas en mesure, pas qu'on n'est pas en mesure, mais notre prochain outil, c'est le SPVM. C'est ça que je voulais introduire. Donc, c'est sûr et certain que j'ai entendu quelques personnes là, dire le fameux chaos, là, un petit peu, là, on le voit tous, que ce soit le matin ou le soir. On essaie de proposer des modifications là, qui vont dans le sens vraiment de l'apaisement. On croit que la mise à sens unique va avoir un de ces effets-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là, qui viennent dans des pointes concentrées là, d'une demi-heure, 45 minutes. Comment est-ce qu'on traite ces pointes-là? On travaille avec les écoles. Donc, on n'a peut-être pas toutes les solutions à votre commentaire, mais c'est sûr et certain qu'on est bien au fait de ces enjeux qui sont aussi présents dans la condition un peu actuelle aussi. Donc voilà. Et par rapport au coût, M. Poulain, si vous me permettez, par rapport au coût, on a une subvention, là, comme vous le savez probablement, de la part
de la Ville-Centre pour le programme de sécurisation des abords des écoles de l'ordre de 900 000 qui va couvrir une grande partie des travaux. Cependant, il y a quand même des coûts relatifs. Là. Nous, on est en suivant la consultation publique d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment une consultation publique où on souhaite entendre les citoyens. Il est prématuré un peu présentement d'avancer les coûts parce qu'on ne sait pas, suivant les commentaires que l'on va recevoir, quelle va être la finalité du projet. Mais on est quand même conscient que le budget est un enjeu et c'est pour ça que dans le cadre du PSAE, où on a eu plusieurs centaines de milliers de dollars, là, plus de 900 000 de subventions, ça devrait couvrir une grande partie des travaux. Parce que pour les débarcadères, ce que je crois, parce que moi, d'après moi, le projet n'est pas complet tant que vous n'avez pas déterminé une stratégie pour débarquer puis embarquer les enfants. Si on ne veut pas revivre le bordel du boulevard de l'Art, il faut, c'est une partie intégrante du projet, là. C'est pas quelque chose qu'on peut dire ça va se passer dans le temps, etc. Ça va de pair, parce que vous ne pouvez pas enlever des espaces pour débarquer les enfants. On se comprend ce qui va arriver, là, c'est que les parents, s'ils n'ont pas d'espace de débarcadère bien terminé, ils vont débarquer les enfants en pleine rue Fairmount. Puis vous imaginez là, le bordel que ça va créer. C'est déjà le bordel, là, mais là, ça va être une longue file indienne de parents qui débarquent les enfants n'importe où, n'importe comment. Puis là, ils ne sont pas tous à la même école. Là. Fait que, il y en a qui vont débarquer des enfants près du Rocher parce que leurs enfants vont mettons, à l'école à Sidim. Puis il y en a d'autres, puis là, ils vont bloquer tout le trafic des gens qui vont klaxonner parce que les autres, la cour de récréation elle va fermer là, à Nouvelle-Kerbe, puis les parents, ils veulent que l'enfant arrive à temps, puis ils ne veulent pas des réprimandes, etc. Je veux dire, donc, moi, ce que je vous amène à penser, c'est que tant que vous n'avez pas déterminé les mécanismes de débarquement puis d'embarquement des enfants, vous n'avez pas réglé le problème de la sécurité des enfants, surtout en hiver. Fait que c'est le point que je voulais vous laisser. Merci, M. Poulin, pour votre commentaire. Monsieur le maire, souhaitez-vous intervenir? Oui, parce que c'est un bon point que M. Poulin soulève, là, la question des débarcadères. Si on veut que ça soit ordonné, c'est sûr que tranquillement, on veut aussi que les gens considèrent d'autres moyens de transport, mais tant qu'il y a les voitures, il faut pour que ce soit ordonné, il faut qu'il y ait des endroits pour laisser les enfants pour aller à l'école. Comme on l'a mentionné, on veut séparer l'arrivée des voitures et de la porte d'entrée de l'école. Donc, il y a sur Bloomfield, il y a le débarcadère devant Kerb et sur Kerb aussi. On va s'assurer que cette question-là, on va travailler avec les écoles aussi là, pour bien communiquer les solutions possibles pour les automobilistes. Mais on va s'assurer que cette question-là soit bien ficelée et bien communiquée aux écoles et aux parents aussi. Merci. Merci, M. le maire. Donc, je céderai la parole à Kate. Kate, je crois que votre micro est déjà activé, donc vous pouvez juste utiliser l'icône microphone pour pouvoir parler. Donc, OK, je ne sais pas ce que je vous propose. On va passer au projet puis on va vous revenir. Donc, la prochaine personne en liste est Deshi Trujillo. Donc, la même chose. Donc, il y a l'icône microphone. Dites-moi, est-ce que l'icône microphone est accessible dans la barre d'outils en haut? Il n'y en a pas? Est-ce que Mélanie ou Angelica, vous pouvez
Oui, je vais changer les paramètres, là, mais Parfait. il est possible que les gens, ils doivent quand même activer leur micro par eux-mêmes, là. Donc, il y a, tu sais, vous voyez un petit micro avec un sigle avec une barre dessus. À ce moment-là, vous devez l'activer. Alors voilà, c'est fait. Donc, tout le monde a accès, mais vous devez quand même Parfait. autoriser votre micro. Super. Non, mais c'est que vous dites que c'est activable, mais ça ne l'est pas. Il y a un petit message qui apparaît qui dit Your mic is enabled, mais on ne peut pas cliquer dessus. Bon, donc on a activé les micros de tout le monde. On demande à ce moment-là le respect. Je vais donner la parole à tour de rôle. Donc, merci à tous pour votre patience. Donc, Mme Trouillot, la parole est à vous. Oui, bonjour, je m'appelle Dessia Trujillo. Je voulais juste vous dire merci, j'adore, c'est fantastique. Je suis cycliste, je suis enseignante, j'adore, je trouve que c'est génial. Mes enfants sont allés à Kern. C'était pour le pauvre brigadier que je pense qu'il est mort d'une crise cardiaque parce que le stress était tellement terrible. Alors, je suis vraiment ravie par votre proposition. Je veux savoir, c'est pour quand? Nous terminons les consultations publiques. Donc, les gens ont jusqu'au 18 avril pour faire leurs commentaires et qu'on va introduire. Et nous sommes en analyse finale pour le phasage des travaux. Il y a certains travaux qu'on souhaite faire dès l'été et il y a d'autres travaux, on va évaluer là, en fonction de la nature, évidemment, de la saison scolaire, j'allais dire la saison, mais dans le fond, pendant l'année scolaire, pour essayer de limiter au maximum les impacts. Mais on va pouvoir terminer l'échéancier. On ne l'a pas encore tout à fait complètement. Là. Je ne sais pas si, M. le maire, vous souhaitez intervenir par rapport à ça. Oui, ben, non, j'ajouterais effectivement, donc il y a des travaux qui vont commencer suite à la consultation et l'intégration des commentaires, mais il y a des travaux qui vont commencer cet été. Par exemple, ce qu'on voit en jaune ici, l'intersection qui va être surélevée et l'élargissement des trottoirs, etc. Puis ça va être en phase, effectivement. Là, donc après ça, un sens unique et puis cyclable. Là, mais, donc on espère compléter les choses là, quand même dans un délai raisonnable. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. Donc, la parole serait à Jonathan Hope. Votre micro ne fonctionne pas? Parfait. Si vous cliquez dessus, ça ne fonctionne pas? Non? En fait, tous les micros sont activés, donc c'est vraiment du côté de l'utilisateur qui doit activer son micro. Bon, M. Hope, je suis désolé. Donc, à ce moment-là, je vous invite peut-être à poser votre question dans le clavardage, puis on va y répondre à la fin. Je passerai la parole à Mme Jeanneret. Bonjour. Bonjour, on vous entend, Mme Jeanneret. Allez-y. Merci. Écoutez, je trouve ça vraiment intéressant, ce projet-là. J'ai entendu pas tous les commentaires parce que je suis revenue et je suis repartie. J'ai des questions. Sur les pistes cyclables, puis le fait que le sens va être juste vers l'ouest, c'est ce que j'ai bien compris. Est-ce qu'il va y avoir des panneaux de signalisation adaptés à ce nouvel aménagement-là pour interpeller quiconque se déplace à pied, à cheval ou en voiture? Parce que je ne sais pas, je me dis que ça pourrait peut-être être une façon aussi de sensibiliser les gens à une meilleure cohabitation. En tout cas, c'est une suggestion. Moi, j'habite sur de l'Épée, entre Laurier et Fairmount. Donc, ce dont certains participantes ont parlé ce soir, le débarcadère le matin et le soir, c'est le chaos, comme a dit quelqu'un.
sur l'avenue de l'Épée, des fois, c'est pare-choc à pare-choc. Fait qu'au niveau de la mobilité puis de l'environnement, je sais pas, ça transite aussi par de l'Épée beaucoup, 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 bien qu'il y ait des choses qui ont été faites il y a quelques années là, à Côte-Sainte-Catherine. Il y a beaucoup de parents qui viennent de l'extérieur, donc ils n'habitent pas le quartier. Donc, j'espère que les écoles puis la ville vont faire tout ce qu'il faut pour sensibiliser ces personnes-là qui viennent, parce que ça s'appelle le civisme. Puis, je vous dirais qu'il y a des gens, quand on arrive, nous, pour se stationner. Moi, j'ai eu une voiture dans ma vie et c'est celle que j'ai en ce moment et depuis 2019. Donc, on arrive pour se stationner, on n'a pas de place, puis là, il y a des parents qui attendent leurs enfants dans des écoles. Puis quand on leur demande de se déplacer, il y en a qui disent oui, sans problème, puis il y en a d'autres qui nous disent « je suis médecin, je suis ci, je suis ça », puis ils trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas. Donc, nous, ça fait qu'on va tourner en rond. On va tourner en rond. Là, avec ça, ben, est-ce qu'on va tourner en rond plus? Je ne sais pas. Fait que pour la sécurité, d'avoir des gens qui tournent en rond, qui regardent. Puis, moi, j'aime beaucoup le projet de faire plus de place à une diversité de déplacements. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est que notre population est vieillissante. Et quand je parlais tantôt des panneaux de signalisation, ça serait bien que le code de la route soit respecté idéalement par tout le monde. Parce que je pourrais vous dire qu'il y a à peu près 2 semaines, ma belle-mère qui habite sur Fairmount, entre Kerb et Du-Rocher, a été pratiquement renversée par un cycliste qui lui a fait un doigt d'honneur en plus quand elle lui a dit « Attention », tu sais, puis c'est pas le genre à s'énerver, là, tu sais, c'est une femme douce. Moi et mon fils, on a failli se faire frapper aussi par des cyclistes qui nous ont aussi fait des doigts d'honneur, puis ça, c'est quand mon fils était plus jeune. Je me dis, la population est vieillissante. Fait que où est la place pour les gens qui ont les 2 yeux sur la route, mais qui ont une mobilité qui est différente? On parlait beaucoup des enfants tantôt. Les enfants, des fois, sont rapides, se retournent sur un 10 sous. Puis les personnes âgées, là-dedans, les aînés, parce qu'il y a des aînés qui sont pétants de santé puis qui font leur jogging, mais il y en a d'autres aussi, puis c'est pas juste des aînés, il y a des gens qui sont en situation de handicap dans le quartier. Ils ont quelle place ces gens-là dans le plan, enfin celui-là, puis dans les autres? Moi, c'est ma question. Moi, je suis intervenante, je suis éducatrice spécialisée, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup, puis j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'éducation. Maintenant, je suis rendue dans une résidence avec des personnes âgées, puis des fois, sortir, c'est un sport dangereux. Donc, je me demandais s'il va y avoir aussi une signalisation. C'est une suggestion que je fais pour les cyclistes aussi, qui puissent respecter, parce que c'est dangereux de se faire frapper par un vélo. Ça peut être... On l'a vu sur Hutchison, je pense, un cycliste qui a renversé une petite fille qui sortait d'un autobus scolaire. Il est même tombé de son vélo. Voilà, sinon, je trouve ça intéressant de faire peut-être un sens unique. La rue n'est pas très large. Puis, les passes de stationnement, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est résident d'Outremont? Puis que là, il y a de moins en moins de place. C'est surtout que par habitation, on peut avoir autant de voitures qu'on veut. Fait que les gens qui en ont une, les gens qui en ont 2, les gens qui en ont 3, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais partager avec vous. Sensibilisation, panneaux indicateurs, sécurité pour tous. Puis la sécurité, c'est la responsabilité de tout le monde, pas juste des vilaines voitures. Et moi, je suis cycliste aussi à mes heures et je respecte la code de la route. Évidemment, quand il n'y a pas un chat aux horizons, je ne fais peut-être pas toujours mon stop. Mais d'avoir des gens qui louvoient à travers nous, puis il y a une éducation à faire. Puis juste en passant, je termine avec ça, sur la rue Bernard l'autre jour, j'ai vu une cycliste cracher sur une voiture sans aucune raison. La voiture était à l'arrêt, la voiture et le vélo est arrivé à sa hauteur, a craché sur la voiture. J'étais sidérée. Fait que je pense qu'il y a de l'éducation à faire pour tout le monde qui se déplace. Merci. Merci, Mme Jeanneret. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez, votre intervention. Non, c'est parfait. Je vais essayer on va essayer de répondre le plus précisément possible. Donc, pour ce qui est de la signalisation, effectivement, ce projet-là va venir
va venir avec une signalisation qui va être adéquate sur place pour s'assurer du code de la sécurité routière. Il va aussi y avoir des annonces en amont pour prévenir les gens de la mise en place de ces mesures-là, principalement le sens unique. Là, donc, on ne va pas arriver du jour au lendemain avec l'implantation. Il va avoir toute une stratégie de communication aussi qui va venir avec cette mise en place-là. Par rapport au respect des règles de sécurité routière, nous, on travaille de concert avec le SPVM et avec la sécurité publique pour une présence accrue aux abords des écoles principalement. Et donc, il y a des interventions qui sont faites de façon générique, surtout en début d'année, mais de façon ponctuelle aussi, parce qu'on travaille de concert avec les écoles qui nous partagent leurs préoccupations et on demande à l'occasion des blitz à certains secteurs précis. Donc, c'est évident que quand il y a des changements au niveau des changements de sens de rue ou d'implantation de pistes cyclables, il y a des changements de comportement qui sont attendus, qui peuvent être des fois être difficiles au début et on va assurer une présence un peu plus poussée dans les débuts des implantations pour s'assurer du respect. On a parlé du civisme, évidemment, on sait que c'est difficile des fois au niveau de la société, même là, les dernières années démontrent un manque de civisme et on ne pourra pas tout régler avec ce projet-là, mais il y aura évidemment de concert avec les écoles du travail qui pourrait être fait aussi pour la sensibilisation avec les parents. On le fait déjà, on souhaite que ça soit continué à être fait. Pour ce qui est des places de stationnement, c'est un excellent point que vous amenez. Comme le présentait Antoine, il y a une perte de cases de stationnement dans ce secteur-là. Cependant, dans les 2 dernières années, on est venu réintroduire sur l'avenue du Rocher le stationnement des 2 côtés de façon permanente, ce qui est venu ajouter près de 60 cases de stationnement dans ce secteur-là. Donc, le fait qu'on vienne changer le stationnement sur cet axe-là, mais qu'on en donne d'autres en périphérie ou près de cet axe-là, fait en sorte aussi qu'on pourrait revoir les zones de stationnement réservées aux résidents, les S3R, advenant qu'il y avait une demande ou un besoin de changer des zones, d'agrandir des zones, d'ajouter des zones. Donc, les équipes sont très agiles par rapport à ça pour venir répondre aux besoins des citoyens. Je pense avoir couvert l'ensemble des points. Je ne sais pas si Antoine, tu avais autre chose que tu souhaitais ajouter. Moi, je vous laisserai rebondir, madame. Merci, c'est très intéressant. J'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'il y en est des gens qui ne sont pas pétants de santé, là, qui ont des difficultés à se déplacer? Tu sais, je veux dire, ça peut nous arriver, là, nous, on ne sait pas, tu sais, demain, on peut débouler un escalier, on peut avoir une patate au bout du pied, se promener avec tu sais, je veux dire, la vie, c'est plein de surprises, des belles puis des moins belles. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont à mobilité réduite? Il y a des personnes handicapées dans la société, il y a des gens qui ont des maladies soudaines, qui éprouvent puis qui veulent garder leur autonomie. Et si leur environnement direct, là, je vais parler pour les résidents, mais il y a des enfants aussi donc, qui viennent à l'école et qui ont peut-être un membre de leur famille qui a une difficulté au niveau de sa mobilité. C'est sûrement des gens qui sont pour l'environnement, mais à un moment donné, tu ne peux pas prendre un vélo. C'est ça quand tu ne peux pas faire bouger tes 2 jambes. Donc, moi, ça me tient vraiment à cœur, ça. Les enfants, les déplacements sécuritaires pour tous, le partage de la route, puis qu'on fasse attention aux aînés, s'il vous plaît, aussi. Puis aux personnes à mobilité réduite, ça, les personnes qui ont un handicap, parce que je regarde le projet sur le Mont-Royal, c'est intéressant, sauf que là, il y a des gens qui vont sur le Mont-Royal, puis qui prennent leur voiture, puis là, qui pourront plus, puis ils leur disent, passez par l'autre côté. Si t'es pétant de santé, tu peux y aller en jogging, mais c'est ça. Je trouve que la mobilité, tout ça, il faut que ça soit accessible à tout le monde puis que ça soit inclusif. On ne peut pas mettre de côté la population vieillissante. Voilà. Merci, Mme Jeanneret, pour votre commentaire. Je ne sais pas si, Antoine, tu voulais parler de l'élargissement des trottoirs ou autres mesures, en fait, qui sont en lien un peu avec
les personnes à mobilité réduite. Mais Antoine, je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Bien sûr, là, je peux ajouter un certain point. Juste rappeler là, que assurément là, que pour avoir un secteur qui est un concept dans tout projet qu'on fait sécuritaire, il y a toujours le volet signalisation, une signalisation adéquate et qui est intuitive, des aménagements qui sont intuitifs. Nos corridors piétons, c'est sûr que c'est pas tous les trottoirs de l'arrondissement qui sont élargis, mais dans la portée du projet, on souhaite bonifier le confort, avoir des trottoirs évidemment qui sont sécuritaires, conviviales pour la marche. Et c'est sûr et certain que pour la traversée au carrefour, de par la signalisation et de par le rétrécissement de la traversée par l'ajout de saillies, c'est des éléments qui peuvent contribuer à un meilleur confort, mais c'est sûr et certain qu'on a toujours en tête la notion de la mobilité réduite. On peut penser, un des outils là, dans les aménagements d'aujourd'hui, c'est de mettre des plaques podotactiles aux intersections. Bon, ça, c'est principalement pour les personnes non-voyantes, mais ça reste qu'on est à l'écoute et oui, assurément que l'objectif, c'est que ce soit sécuritaire pour tous. Donc, voilà, c'était le point que je voulais ajouter. Merci, Antoine. Madame Jeanneret, vous souhaitez une dernière intervention? Allez-y. Les parents, ce serait le fun qu'ils reçoivent une lettre de sensibilisation avec ce qui est attendu, pas juste de leur en parler, parce que je pense qu'il faut continuer à faire de la sensibilisation. Merci, je ne parle plus. Merci. Merci. Merci, Madame Jeanneret. Puis je vous confirme que dans les communications qu'on fait avec les écoles, on demande aux écoles qu'il y ait une communication qui soit faite directement aux parents, justement, pour rappeler ces règles-là. Donc, c'est tout à fait d'à propos. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Irene. Bonjour. Donc, mon nom est Irène. Donc, je suis élève à l'école Nouvelle-Kerbe. Donc, ce n'est pas une question, mais j'aimerais vous dire merci beaucoup de faire ça parce que c'est très important pour moi. Parce qu'en tant qu'enfant, chaque matin, je vais à l'école. Chaque matin, j'ai vraiment peur de me faire frapper par une voiture. Donc, aussi, il y a 2 ans, j'ai fait une manifestation pour plus de sécurité pour les élèves quand ils vont à l'école. Toute l'école a participé. Toute l'école était là quand j'ai fait cette manifestation. Aussi, beaucoup d'élèves de mon école ont envie d'aller à vélo à l'école, mais ont peur aussi de se faire frapper par une voiture, donc ils n'y vont pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi et j'aimerais vraiment vous remercier de faire ça. Merci beaucoup, Irène, pour ton commentaire. Très apprécié. Donc, merci pour ta participation. Merci. Donc, on passerait la parole à Mathieu Côté. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour, comme tout le monde a dit, la consultation. Après avoir suivi Irène, j'aimerais souligner ce qu'elle avait dit en termes de si on a plus d'enfants qui peuvent aller à l'école en marchant ou en vélo, par conséquent, il y aurait beaucoup moins d'auto, il y aurait beaucoup moins d'achalandage. Alors, c'est un peu, je pense, le but de tout ça. Puis, une chose ça prend plus de pistes cyclables pour toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais juste souligner ça. Ma question, c'est plus en termes de les intersections surélevées. Je trouve ça très, très intéressant en termes de minimisation du trafic, puis en termes de sécurisation. Mais pourquoi qu'on fait ça à mi-chemin, on dit? Pourquoi c'est seulement sur de l'Épée et pas sur l'avenue de Kerbe et sur l'avenue du Rocher? Juste une question comme ça. Merci, M. Côté, pour votre question très pertinente. Antoine, je te laisserai répondre à cette question. En toute honnêteté, je vous dirais qu'il y a une portion de limitation que j'appellerais budgétaire là, qui balise un petit peu jusqu'où on est capable d'aller par projet. C'est un petit peu comme tantôt ce que j'ai expliqué avec les lignes cyclables qu'on a introduit ici en transitoire, donc marquage et bolard, mais avec un objectif futur de basculer. Donc, c'est sûr que j'appellerais ça une première phase de projet, mais l'arrondissement a des intentions là, de revenir dans le secteur dans les années futures. Donc, on avait une intersection à prioriser. On a priorisé celle de l'Épée. C'est celle qu'on présente ici à l'écran. Mais donc, voilà, il fallait faire des choix
pour l'étape où on est en ce moment. Et pour ajouter là-dessus, Antoine, M. Côté, dans le fond, c'est un projet qu'on fait de pair avec les gens du service urbanisme mobilité. Et donc, dans une enveloppe budgétaire dans laquelle il y a un repartage sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Donc, les fonds qu'Outremont a reçus permettent de couvrir cette intersection-là, suivant l'analyse qui a été faite sur le terrain. Mais comme le dit Antoine, c'est le premier élément qu'on fait dans ce secteur-là, puis on souhaite qu'il y en ait d'autres dans le futur. Très bien, merci. Merci, M. Côté. Mme Forget. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Mme Forget. Oui, on vous entend. Allez-y. OK. Bonjour. Alors, je voulais parler des débarcadères d'automobiles, mais ça a déjà été soulevé. Moi, je trouve que même comparé à Dollard, l'arrondissement et les citoyens environnement font un gros effort pour essayer de sécuriser les alentours des écoles. Mais je pense que les parents et les écoles ne font pas leur part. Parce que si ces écoles qui attirent des gens de l'extérieur du quartier prévoyaient des autobus scolaires pour voyager les élèves, on n'en serait pas là. On garderait nos rues résidentielles, puis on n'aurait pas à tout changer nos habitudes à cause de cette surenchère automobile qui arrive à tous les matins, qui part à tous les soirs. Donc, je trouve ça déplorable qu'il semble que, vu qu'il n'y a aucun débarcadère d'autobus, que ces écoles-là n'ont aucun transport en commun pour les élèves. Je trouve ça déplorable. Ça, c'est mon premier point. Donc, ça touche les écoles, puis je pense que les écoles devraient faire un effort. Ça, c'est mon deuxième. Ça, c'est un commentaire. Troisièmement, ce que je comprends du débarcadère de l'autobus, des deux autobus, ça, les enfants vont descendre dans la piste cyclable. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur Vincent d'Indy, où l'école, c'est ça, Vincent d'Indy, où il y a beaucoup de parents qui viennent au conseil pour dénoncer que les BESIC coupent beaucoup l'accès aux élèves à l'école, puis que ça devient dangereux. Est-ce que je me trompe, M. Meloche, ou c'est bien, c'est ça l'enjeu sur Debimi? Sur Vincent d'Indy. Ben, sur Vincent d'Indy, la configuration fait en sorte aussi que la rue étant en pente, les vélos prennent beaucoup de vitesse et donc ça ajoute à la complexité. Cependant, c'est important de dire, puis je vais laisser peut-être Antoine mieux expliquer ce concept-là, mais il y a une distinction entre l'aménagement sur Vincent d'Indy et ici, parce qu'on a un îlot qui se trouve entre la zone de débarcadère et la piste cyclable. Mais Antoine, je te laisserai peut-être de façon plus précise expliquer le concept. Oui, bien sûr. En fait, ce que vous voyez à l'écran qui est encore au stade conceptuel, là, il y a du raffinement à avoir, mais le concept qui est à retenir, c'est que c'est traité comme un quai d'autobus de la STM. La STM, qui est en bordure de plusieurs aménagements et de plus en plus en bordure d'aménagements cyclables, ont développé des balises d'aménagement en bordure de lignes cyclables. Et pour être en mesure de développer un débarcadère aux abords d'une école, c'est un peu les balises à suivre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on compare, mettons, avec Vincent d'Indy, c'est sûr, c'est pas le même type d'achalandage qu'on s'attend à avoir sur Fairmount que sur Côte-Sainte-Catherine et Vincent d'Indy, ce que je vais appeler un peu le réseau supérieur vélo. Le réseau local sur Fairmount, on s'attend à un achalandage modéré. Mais tout de même, la cohabitation avec le débarcadère autobus est très importante, puis on y accorde une importance capitale. Mais pour l'instant, comme je disais, c'est les balises de la STM qui sont suivies. OK. Attendez, c'est parce qu'il faut que je ne veux pas en manquer une, là. Descendre dans piste, OK. Qu'est-ce qu'il y en est des arbres? Parce que là, je sais que c'est embryonnaire, là, mais vous avez le débarcadère d'autobus, vous avez un terre-plein, vous me dites, la piste cyclable. Est-ce que vous allez sacrifier les arbres qui sont sur ce terrain-là? Antoine, je te laisserai peut-être expliquer justement ce volet-là. En fait, dans l'analyse en fait, de tout ce scénario-là, je vous dirais qu'on est
je ne veux pas utiliser le mot chanceux, mais c'est d'une certaine manière, devant l'école de la congrégation Belts, la ligne d'arbre étant, la marge de recul, elle est importante par rapport à la ligne d'arbre, ce qui nous permettait de considérer un déplacement du trottoir sur le terrain sans avoir aucun impact sur les arbres. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Vous ne toucherez pas aux racines, vous ne toucherez pas, vous gardez une distance réglementaire des racines? Une distance réglementaire en lien avec nos équipes en horticulture, arboriculture, c'est toutes des choses qui ont déjà été discutées. C'est sûr qu'il va y avoir un certain impact, mais cet impact-là est contrôlé. Donc, mais on perd quand même un pourcentage de végétation à cet endroit-là. Qui est essentiellement, effectivement, pour l'instant, là, sur terrain, c'est du gazon. C'est ça, donc on perd de la végétation à cet endroit-là. On pourrait dire qu'il y a une portion de minéralisation dans le but de permettre d'insérer ces deux débarcadères, effectivement. Oui. Quand vous dites le stationnement va être permis hors scolaire, c'est à peu près genre quelle heure vous prévoyez? La plage. Vas-y. Ben, ça va être à valider avec l'école Bells, Madame Forget. Donc, parce que vous appelez ça une école. Premièrement, ce n'est pas une école reconnue par le gouvernement. C'est plutôt une garderie, je pense, non? Ce n'est pas un CPE? Non, c'est un lieu d'enseignement actuellement. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'activités le soir. Donc, c'est pour ça que je me demande vraiment, ce stationnement-là va servir à qui, à quel usage, puis à partir de quelle heure? Ce sont des éléments, Mme Forget, qui restent encore à canner, je dirais. Parce qu'on ne sait pas le 5 espaces à qui il va servir pour l'instant, dépendant des heures. Exact. Il va servir. En fait, l'idée, c'est que ça serve à la population en dehors des heures d'utilisation de l'école. Donc, puis ça va faire l'objet de la... En dehors des heures d'utilisation de l'école ou en dehors des heures des autobus jaunes? Des autobus, parce que c'est un débarcadère pour autobus et donc ça doit servir à ça. Et en dehors des heures pour les débarcadères pour autobus, ça va être un stationnement qui va être autorisé pour les citoyens, comme c'est le cas présentement. Donc, à partir de 3h30 à peu près, ça devrait être libre. Puis comme je vous dis, ça va être sous réserve de voir après ça la réglementation, puis ce sera ajusté en conséquence. Je ne sais pas quelle activité il y a le soir. Est-ce que vous, dans votre permis d'occupation, vous avez des détails sur ça, cet usage-là? Je ne pourrais pas vous répondre dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui, Mme Forget, mais je vous invite à m'envoyer un courriel. Vous avez mes coordonnées. Donc, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information aussi à l'accès aux documents pour obtenir l'information. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez pris en considération parce qu'il y a l'entrée. Moi, en fait, j'interviens plus en tant que piétonne, là, je passe rarement au niveau des heures scolaires. Donc, c'est pour ça que parce que je vais souvent à la Croissanterie qui va perdre évidemment du stationnement pour ses clients. Mais souvent, j'y vais en piéton. Alors, c'est plutôt mon aspect piéton à l'organisation que je regarde. Puis, pour avoir accès à la cour d'école de cette école non reconnue par le gouvernement, là, qui a des usages en soirée, il y a un accès à la cour et souvent, ce qui est vraiment pas agréable pour les piétons, c'est qu'il y a plusieurs voitures qui vont stationner de part et d'autre de l'allée pour se rendre à la cour d'école. Donc, ils se stationnent sur le gazon, entre les arbres, parce qu'il n'y a déjà pas assez de stationnement sur fermante pour eux. Donc, je ne sais pas si on pourrait mettre, en fait, une clôture ou quelque chose autour de l'entrée charretière sur le terrain public pour s'assurer qu'il n'y ait pas de stationnement qui se passe à cet endroit-là. Parce que souvent, les voitures empiètent sur le trottoir, sont tout croches, c'est vraiment pas sécuritaire pour les piétons. Merci. Donc, il y aurait peut-être un aménagement qui coûterait pas cher. Oui, merci Mme Forget pour votre commentaire très pertinent sur, dans le fond, voir un aménagement qui empêcherait l'utilisation des espaces où le stationnement n'est pas interdit, n'est pas autorisé. Donc, on le prend en note, c'est tout à fait pertinent. Puis, j'aimerais aussi vous mentionner, pour le bénéfice de l'ensemble des gens qui écoutent, qu'on a fait une modification réglementaire récemment, là, il y a 1 ou 2 séances du Conseil, pour se donner un pouvoir supplémentaire pour pouvoir émettre des constats d'infraction à des gens qui se stationnent à des fins où ce n'est pas autorisé, autant sur le domaine public que le domaine privé. Donc, dans les prochaines semaines,
autant la sécurité publique que les inspecteurs de l'arrondissement pourront intervenir et émettre des constats d'infraction. Donc, on invite les citoyens qui constateraient ce genre d'infraction-là à appeler le 3-1 pour qu'on puisse intervenir. Oui, mais vous savez comment c'est ardu de demander d'appliquer un règlement. Fait que ce serait tellement simple en mettant tout simplement des balises autour de l'entrée charretière jusqu'à la clôture de la cour d'école pour faire en sorte que personne ne soit tenté d'utiliser l'espace gazonné pour stationner. Je trouvais que c'était pas coûteux comparé à tout l'argent que vous allez mettre là-dedans. Puis pour un piéton, ce serait sécuritaire. Il m'en reste pas beaucoup. Je ne veux pas déranger le monde longtemps. Le dernier point pour les piétons, je trouve que ça avait été soulevé lors des consultations ouvertes sur le plan de mobilité. Ça avait été même noté, je pense, dans le plan de mobilité, c'est que de mettre une piste cyclable qui n'est pas dans le sens de la circulation véhiculaire, c'est embêtant pour un piéton, puis c'est dangereux. Parce que quand on traverse une rue, on regarde toujours du côté d'où viennent les voitures, puis quand les vélos viennent du même côté, ça va bien, on s'engage. Mais là, il va y avoir une voie de vélo qui va arriver, qu'on ne regardera pas, qu'on ne verra pas. Puis on sait que les vélos ont rarement des freins quand il y a un citoyen piéton devant eux. Donc, ce n'est pas sécuritaire d'avoir des voies dans les deux sens dans une rue qui est sens unique. Ce côté-là, moi, ça me réconforte pas beaucoup en tant que sécurité piéton. Merci, Mme Forget, pour votre question. Je laisserai Antoine répondre à ce dernier point, Mme Forget. Merci. Si je peux, c'est sûr et certain que dans cette lecture-là entre le piéton, l'automobiliste et le cycliste va passer essentiellement par le marquage et la signalisation. Donc, c'est sûr que de notre côté, s'il y a des pistes d'amélioration puis je prends bonne note là, sur le commentaire, là, je vais le regarder davantage, mais le point est de dire que le cycliste à contresens, quand il est bien protégé, bien balisé, la signalisation est claire et son marquage est efficace, de notre côté, on considère que c'est un aménagement qui est convenable, considérant que pour être en mesure, surtout en sens est-ouest à Montréal, ça arrive qu'on doit considérer des fois de mettre deux sens sur un même axe, comme on le propose ici, malgré le fait qu'on ait seulement un sens unique pour la circulation automobile. Donc, oui, mais c'est quand même pas recommandé dans les... Oui, mais dans les normes, c'est quand même pas recommandé. Pour le piéton, c'est pas facile. C'est pas évident, ça occasionne des accidents, des interactions qui sont pas agréables entre les piétons et les vélos. Donc, je prends bonne note sur le point. Nous, de notre côté, c'est sûr que le message et comme je dis, la compréhension entre tous et chacun, la cohabitation, va passer vraiment par le marquage, la signalisation, puis après ça, effectivement, on tombe dans les comportements. Oui, je sais, mais ça, c'est très théorique, là. Mais je vous parle du côté pratique, là. Le côté pratique, c'est que ça va être le bordel. Parce que les véhicules et les vélos qui viennent de l'autre côté, bon, mais c'est correct, ça ne sert à rien d'en parler. Vous avez vos normes, puis les normes, tout ça, mais je vous dis juste que c'est à chaque fois qu'il y a des consultations, cet aspect-là est soulevé par les piétons. Et puis, je vois que ça ne change pas, mais bon, c'est correct. Je l'aurais dit. Merci, Mme Forget, pour vos commentaires. Donc, je crois que, M. Hope, vous avez réglé votre enjeu avec votre micro. Donc, je vous cède la parole. Vous m'entendez correctement, ça va? On vous entend bien, allez-y. Super, parfait, il fallait déconnecter, reconnecter, le bon vieux truc. Rapidement, là, en fait, là, après ce que dit Irène, je ne sais pas quoi rajouter, mais je vais m'essayer. Je suis un cycliste, je suis un piéton, je suis un automobiliste aussi, je suis surtout un citoyen, je suis un parent, j'ai aussi une mère qui disons, qui a une mobilité réduite. Donc, on essaye de circuler comme on peut, de plusieurs façons différentes. Je veux vraiment vous féliciter pour ce projet-là, je l'appuie pleinement. Donc, merci beaucoup. Ça fait preuve d'un réel courage politique. Merci beaucoup d'aller dans ce sens-là. Je suis témoin régulier de situations dangereuses là, sur la voie publique, puis il faut vraiment que ça cesse. Là.
Donc, je pense que des mécanismes comme celui que vous proposez, ou enfin des aménagements comme ceux que vous proposez, là, sont vraiment nécessaires. Je voudrais aussi, quelqu'un en a parlé du brigadier, je voudrais le remercier, là, le brigadier qui est coin de l'Épée puis Fairmount à tous les matins, là, il fait un sacré travail. Si vous pouvez avoir de nouveaux brigadiers, Bloomfield-Elmwood, s'il vous plaît, ce serait une intersection vraiment à voir. Ça, c'est épouvantable. Mais enfin, je comprends. Je pense que c'est pas la ville qui décide ça. Je pense que c'est la SPVM, n'est-ce pas, les brigadiers. Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un de la SPVM qui est ici ou enfin que vous peut-être passez le message. Je voudrais aller dans le sens aussi de ce qui a été dit, là, un des premiers commentaires, si vous pouvez rendre permanent ces structures-là. Les bollards, c'est bien beau, mais des bollards écrapoutillés, il y en a beaucoup. Là. Les bollards en plastique, caoutchouc, là, je veux dire, les gens roulent là-dessus. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, si on peut avoir quelque chose comme la rue des Pins, là, ça, c'est un sacré beau modèle. Je ne sais pas, là, ça c'est quelque chose d'assez réussi, il me semble. Puis oui, si on peut compenser là, et même bonifier là, pour la perte de l'espace végétal à côté du débarcadère d'autobus, bon, je comprends que c'est du gazon, mais si on peut le retrouver ailleurs, j'appuierais aussi. Puis en fait, si j'ai une suggestion, c'est est-ce que l'intersection Fairmount-Bloomfield peut faire partie du projet? Parce que ça, c'est une autre intersection qui est extrêmement pénible. Tous les matins, moi, j'emprunte ce tronçon-là tout le temps, Bloomfield et Fairmount. Bloomfield, c'est une piste cyclable à peu près. C'est une piste cyclable, donc ça mériterait un petit coup de peinture là, pour identifier cette section-là. C'est vraiment pas évident. Les enfants, moi, j'y vais avec les enfants. Les enfants sont toujours sur la piste cyclable. C'est vraiment risqué. Puis là, quand vient le temps de tourner de Bloomfield sur Fairmount, c'est un peu le Far West. Donc, si vous pouvez, si vous avez les fonds pour le faire, et moi, je vous encouragerais à fond d'aller, d'étendre ce projet, puis d'avoir une intersection surélevée, un peu comme ce que vous avez imaginé là, pour de l'Épée puis Fairmount, mais cette fois-ci sur Fairmount et Bloomfield, pour sécuriser cette intersection-là. Moi, je vous encouragerais vraiment d'aller dans ce sens-là. Dans tous les cas, merci beaucoup pour cette proposition. Merci beaucoup, M. Hope, pour vos commentaires. Puis, effectivement, l'intersection Bloomfield et Fairmount, on sait les enjeux. Je pense, M. le maire, vous souhaitiez intervenir. Je vous cède la parole. Oui, absolument, M. Hope. Je suis content que vous soulevez Bloomfield parce que c'est effectivement le prochain candidat pour des aménagements. On l'a identifié. Bloomfield va d'un parc jusqu'au parc Kennedy. Passant, il y a des écoles, il y a des CPE. Donc, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, des piétons, etc. Donc, c'est notre prochain tronçon qu'on on va venir. On a notre projet, puis on va venir vous voir là-dessus. Mais effectivement, tout Bloomfield et Fairmount, c'est ce qui est de plus critique, là, vu le nombre d'écoles et de CPE et de parcs aussi par Outremont. Donc, on va revenir vers vous là, avec ce projet-là, on espère dans pas trop longtemps. On est déjà en discussion avec les citoyens, enfin les résidents de la rue qui demandent des mesures de sécurisation aussi. Donc, on est très enthousiaste là, à prendre en main le Bloomfield aussi. Merci, M. le maire. Merci, M. Hope. Donc, je laisserai la parole à Mme Patro. Mme Patro, allez-y. Oui, merci, M. Meloche. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas redire ce qui a été redit, mais je veux quand même insister moi aussi sur le renforcement de la piste cyclable, notamment au niveau des intersections qui vont être faites de l'Épée Fairmount, là, comme on a du budget pour une fois et qu'on va intervenir physiquement en dur sur cette intersection-là. Je pense que ça vaudrait le coup d'être réanalysé, de s'assurer qu'on n'ait pas des bollards partout, mais au moins à cette intersection-là, quelque chose en dur, ça pourrait être vraiment intéressant là, pour le futur et surtout pour le maintenir en format 4 saisons. Et ma question est plus au niveau de l'interconnexion des pistes cyclables. Dans le plan de mobilité, donc Bloomfield est mentionné pour avoir des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté. Par contre, Hutchison, c'est une rue qui est hors Outremont
Et donc là, vous avez mentionné que ce serait que vous visiez plutôt c'est la rue Hutchison pour l'interconnectivité. Est-ce que c'est donc vous avez de l'information au sujet, le plateau va proposer quelque chose de sécurisé sur cette rue-là et qui va permettre d'interconnecter les différents axes? Merci d'avance. Antoine, je te céderai la parole. Ah, monsieur le maire. Oui, non. Ouais, je vais juste mentionner que effectivement, là, donc, on commence avec les premiers aménagements qu'on a décrits, mais l'objectif, là, c'est de faire du dur, absolument. Donc, je pense que c'est ça qui va permettre aux jeunes de se promener à vélo tout seul, en fait, en pleine sécurité. Donc, ça fait partie du projet. Pour la connexion de Fairmount vers le plateau, puis Antoine pourra confirmer, mais il est prévu d'avoir une connexion, il va y avoir une voie désignée, c'est ce que je comprends pour l'instant, sur Hutchison, qui va nous mener jusqu'à Laurier, mais je vais laisser Antoine compléter la réponse. Donc, excusez-moi, là, je cherche mes mots, mais pour ce qui est de Bloomfield, rattacher le réseau, ce début de réseau là, qu'on veut développer sur notre réseau local, on le connecte par Hutchison, à Laurier, le plateau et l'arrondissement du plateau Montréal est partie intégrante du projet avec nous. Ça va être réalisé en coordination. Ça serait, si on va de l'avant avec le concept proposé, ça serait, réalisé en coordination, ça c'est de 1. Et ce ne serait pas en chose désignée, ce serait des bandes cyclables sécurisées. Mais la rue, c'est un tout autre contexte. Elle est beaucoup plus large. Donc, on est en mesure d'insérer 2 bandes cyclables, conserver le sens unique, maintenir les 2 côtés de stationnement sur cette rue, sans trop d'impact. Puis ça permet d'avoir 2 corridors confortables pour les cyclistes. Puis ça, c'est vraiment essentiellement le tronçon qu'on vous montre à l'écran, qui est de Fairmount à Laurier. Et donc, pour Bloomfield, ça viendra plus tard. Si je peux me permettre, nous, on travaille avec nos gens du SUM. On avait déposé la demande au Carrefour Mobilité à la Ville-Centre. Et pour 2025, le projet qui a été autorisé, c'est Fairmount. Mais on continue d'être en échange avec eux, comme l'a dit M. le maire, pour travailler sur Bloomfield dans un court laps de temps. Parfait, merci. Donc, merci beaucoup, Mme Patrouille. Je vois qu'il n'y a plus de main levée, mais il y a eu quand même quelques questions qui ont été posées dans la zone de clavardage. Il y a des questions qui ont été répondues, donc je vais quand même faire le tour, si vous le permettez. Il y a Mme Lamarre qui demande quel est le nombre d'autos qui passent sur Fairmount et quels seront les chemins de remplaçant pour ces automobilistes. Antoine, est-ce que tu as des données par rapport à... Bien sûr qu'on a toutes ces données-là. Là, par cœur, j'avoue, je ne les ai pas sous les yeux, mais bien sûr qu'on les a. On a réalisé des comptages dans le secteur. Mais là, je ne veux juste pas dire n'importe quoi. Il y a la question, c'était pour savoir c'était quoi l'achalandage véhiculaire sur Fairmount, c'est ça? Oui, et quelles seront les possibilités de détour pour les automobilistes suivant l'implantation du sens unique? Les possibilités de détour, on peut en discuter quelques minutes, mais c'est effectivement en mettant l'avenue à sens unique vers Fairmount, le lien qu'on perd, c'est la direction qui allait vers l'est. Donc, toute personne qui veut aller vers l'est va devoir rester sur Laurier ou rejoindre Laurier et à l'inverse, aller sur Saint-Viateur plus au nord. C'est les 2 options. Puis tout dépendant, c'est quoi le tracé, de où on part et de où on va. Il y a une redondance d'options actuellement avec de l'épée, Kerb, du Rocher, Hutchison, Bloomfield. Donc, rapidement, c'est un petit peu ça l'impact qu'il va y avoir, avec un temps de réponse, comme je disais tantôt, qui va avoir un impact de 1 à 2 minutes, gros maximum, sur l'ensemble des déplacements de tous les usagers, de toute situation confondue. Ça va avoir un certain impact sur les rues limitrophes.
Mais selon nous, comme on disait, c'est un transfert, je dirais, modal, pas un transfert modal, mais une translation de la circulation qui est acceptable au bénéfice de ce qu'on souhaite atteindre ici avec le projet. Mais oui, on a les chiffres, là, comme je dis, je ne veux juste pas dire n'importe quoi. Là, voilà. Merci beaucoup, Antoine. Donc, je suis juste en train de parcourir l'ensemble des questions. Je pense il y a M. Poulain qui nous demande si les écoles vont contribuer financièrement aux travaux. Donc, la réponse, c'est que la réponse est non. Les aménagements sont faits sur le domaine public et vont être pris en charge par la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont. On comprend qu'il y a plusieurs de ces écoles-là qui sont des écoles privées, que les externalités qu'on fait subir aux citoyens, c'est parce qu'il y a ces écoles-là qui sont présentes. Puis en même temps, on voit que le gouvernement, lui, les commissions scolaires ne chargent pas, comme on l'a vu là, dans le dossier des activités parascolaires, se privent pas d'envoyer des dépenses dans la cour des villes. Là. Fait qu'il y a peut-être des efforts à faire de ce côté-là. Là. Mais merci, merci pour votre commentaire, M. Poulain. Je répète, en fait, peut-être avant de donner le mot de la fin à M. le maire, que la séance va être déposée sur notre chaîne YouTube à partir de demain, que la présentation va être disponible sur le site Internet de la Ville de Montréal et on invite les gens à nous envoyer leurs commentaires avant le 18 avril à l'adresse consultation.outremont@montreal.ca. Donc, Monsieur le maire, je vous céderai le mot de la fin. Merci, Monsieur Meloche. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires et suggestions plus pertinentes les unes que les autres. J'aimerais remercier M. Meloche et M. Marceau-Poirier pour la présentation et la réponse aux questions. Donc, on va intégrer, on a noté tous les commentaires qui ont été faits. J'en ai noté plusieurs de mon côté, le sens unique, la possibilité d'avoir un sens unique à partir du Rocher, des débarcadères qui sont disponibles et très bien communiqués, la sécurité, avoir une approche inclusive pour les plus vulnérables et les gens en mobilité réduite, stationnement illégal devant l'école, signalisation claire pour le sens des cyclistes, etc. Donc, on peut demander un brigadier. Donc, on a pris tout ça en note, on va les intégrer, on va analyser tout ça. Et on va revenir là avec le plan final. J'aimerais vous remercier pour vos commentaires et d'avoir été avec nous pendant 2h20 ce soir. Donc, merci beaucoup pour la contribution, votre participation et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Merci à tous. Merci, c'est ce qui ferme la rencontre. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir.